Alors, donc nous allons aborder maintenant ce que vous attendez impatiemment, n'est-ce pas? Le contrôle de la douleur chronique. La douleur chronique. Alors, vous allez voir, je vais parler de tout ça. Et vous aurez certainement beaucoup de questions après, mais on va faire un petit peu comme pour le feedback. Je vais beaucoup en parler. Je vous laisserai un temps après pour poser toutes les questions, parce que je suis persuadée qu'il va y en avoir. La douleur chronique, deux mots très importants, douleur et chronique. Deux mots dont nous allons beaucoup parler, dont nous allons décortiquer. La douleur chronique, c'est déjà deux problèmes. Nous allons les aborder. Problème que nous allons aborder, et bien évidemment, nous verrons les stratégies à mettre en place que l'on pourrait appeler les solutions. Quelles sont les solutions pour soigner une douleur chronique? Qu'est-ce que l'hypnose peut apporter? Et même bien plus que ça, c'est comment l'hypnose va nous permettre de travailler sur l'interprétation douloureuse. On dit souvent que la douleur, c'est dans la tête. Oui et non, en tout cas c'est dans la tête que ça s'interprète. Et nous allons travailler sur l'interprétation. Comment mes pensées viennent nourrir cette douleur? Comment mes pensées viennent nourrir cette crispation? Et on pourrait même parler de focalisation. Deux mots très importants, focalisation, crispation, plus ou moins synonymes de douleur. Alors la douleur, qu'est-ce qu'une douleur? Une douleur, c'est un signal d'alarme de l'organisme pour nous signifier une remise en cause dans son intégrité physique. Quand il y a douleur, la première des choses à faire, c'est de consulter un professionnel de santé. L'hypnose ne remplace pas et n'a pas la prétention de remplacer les professionnels de santé. Donc quand il y a une douleur, la première des choses à faire, c'est d'avoir un professionnel. Le professionnel qui va nous donner une ordonnance, faire une prescription, et l'hypnose viendra en complément. L'hypnose est un merveilleux complément quand il s'agit de douleurs chroniques. Alors, qu'est-ce que la douleur? C'est un signal d'alarme pour nous signifier une remise en cause dans son intégrité physique. Quand la douleur est chronique, le signal n'est plus justifié. La douleur, c'est un signal. C'est-à-dire que quand je ressens une douleur, ça veut dire propriétaire, il y a quelque chose qui ne va pas. La douleur avertit le propriétaire que je suis pour me dire que ça ne va pas. Mais si le propriétaire n'entend pas la douleur, ou ne fait pas ce qu'il faut, ou même l'entend mais ne comprend pas la signification de cette douleur, alors cette douleur va être continuellement activée. Et cette douleur n'est alors plus signal, mais devient un dérivatif. Un dérivatif d'autre chose. Et les études montrent que la douleur chronique s'installe chez 30 à 50% des gens ayant un terrain particulier, voire dépressif. Pas toujours, mais je dis, les études montrent 30 à 50% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand la douleur est chronique, le signal n'est plus justifié, le signal est un dérivatif, et ça veut dire occupez-vous de moi. La douleur réclame quelque chose. Elle réclame quoi? Elle réclame peut-être de l'attention, elle réclame de la compréhension. Et l'hypnose va permettre quoi? Alors encore une fois, de travailler sur l'interprétation. L'hypnose va permettre d'envisager la douleur sous un autre angle, de lui donner une autre signification, sortir de cette crispation, de cette focalisation qui souvent sont nourries par mes pensées. Voilà ce que l'hypnose va permettre. Alors, on va parler un petit peu avant de rentrer dans l'aspect chronique. Qu'est-ce que chronique? Vous l'entendez, ça vient du terme chronos, qui est bien autre chose qu'un terme, c'est un dieu. Voilà, le dieu du temps. On va parler de ce mot-là, mais avant ça, partons un petit peu sur l'historique de la douleur. Comme toujours, lorsque l'on fait un petit aperçu historique, on part de Mesmer. Non pas le Canadien, mais notre Franz Anton Mesmer, le célèbre médecin autrichien, qui était passionné par le médecin du Moyen-Âge Paracelse.
Vous vous souvenez de Paracelse? Paracelse pensait que l'univers est régi par des forces cosmiques produites par les planètes. Mesmer adhère, adopte cette théorie et la transforme et dira que effectivement l'univers est régi par des forces cosmiques produites par les planètes et que la maladie serait la mauvaise répartition de ce fluide à l'intérieur du corps. Mesmer va donc créer le magnétisme animal et il pense que grâce à des passes magnétiques, il va pouvoir réharmoniser le fluide à l'intérieur du corps malade. Il invente donc le magnétisme animal, ainsi que le fameux baquet que vous connaissez. Et puis, il décidera en 1775 que le magnétisme animal peut traiter absolument tous les désordres pathologiques dont fait partie la douleur. Alors ce sera que ses successeurs du 19e siècle, je pense à James Braid, qui a inventé le terme hypnose en 1843, Jane Esdale, qui donnera son nom à un état particulier qu'on appelle l'état Esdale, qui est un état qui permet la chirurgie. On parlera de chirurgie un peu plus tard en maître praticien, comment mettre quelqu'un dans un état d'hypno-anesthésie, hypno-analgésie. Donc les successeurs de Mesmer, c'est James Braid, Jane Esdale, Elliotson aussi, un inventeur du stéthoscope en 1816. Ces personnes-là, des personnages importants qui ont renommé le magnétisme animal en hypnotisme. Hypnotisme qui est la suite du magnétisme animal, mais qui va permettre de rentrer un petit peu plus dans le contrôle de la douleur. Contrôle de la douleur aiguë dans un premier temps. Le magnétisme animal, l'hypnotisme permet dans un premier temps de soigner les pics aigus. La légende raconte que la première ablation d'un sein a été faite sous hypnose en 1829. Mais on s'y trompe, on ne parle pas encore d'hypnose, puisque l'hypnose a vu le jour en 1843. Donc en 1829, on est encore dans le magnétisme animal, l'hypnotisme, et la première ablation d'un sein a été faite sous ces états-là, qui étaient des états de suggestibilité sous couvert de passes magnétiques. Vous voyez, l'Académie de médecine a prouvé par la suite que le magnétisme est en réalité les suggestions, et c'était les suggestions qui impactaient sur les patientes, mais que l'observateur neutre n'y voyait que des passes magnétiques, il ne percevait pas les suggestions. Donc la première ablation d'un sein, Jules Cloquet, 1829. On l'a vu par le biais des médecins qui se sont beaucoup formés auprès de Mesmer, mais un procès a été intenté par l'Académie de médecine en 1800 pour interdire la pratique du magnétisme animal et du somnambulisme sur le territoire français. Ils sont partis en Amérique, ils sont partis à Manchester et autres pour pouvoir continuer à pratiquer le magnétisme animal. L'hypnose a vu le jour en 1843 officiellement. Les médecins sont revenus en France. La pratique a eu un essor assez important au XIXe siècle. Et puis, qu'est-ce qu'a vu le jour d'encore plus fort que les suggestions, que les passes magnétiques et autres? La molécule chimique. L'invention de l'éther, du protoxyde d'azote de 1850 font que les médecins se sont détournés de la pratique de l'hypnose. Et puis, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui de plus en plus? Les médecins se forment et reviennent dans les écoles, reviennent dans les instituts, viennent se former, et l'hypnose ne rentre pas dans les hôpitaux. Elle y retourne, parce qu'elle a vu le jour dans les hôpitaux. Donc l'hypnose retourne dans les hôpitaux et les médecins viennent à nouveau se former à l'hypnose parce qu'ils se sentent souvent démunis face à la douleur chronique. Les médecins savent prescrire des molécules et ils le font très bien, et c'est important, comme je l'ai dit en introduction, l'hypnose ne vient pas remplacer les professionnels de santé, c'est un complément, merveilleux complément, mais complément parce que les médecins se sentent démunis. Lorsqu'ils ont donné une prescription, le patient prend les médicaments et revient quelques temps après en disant « c'est toujours là ». Pourquoi? Parce que les médicaments ne prennent pas en compte la dimension psy. Ce que va faire l'hypnose, puisque l'hypnose va aborder la perception en fait, de la douleur. Donc, les médecins se forment à l'hypnose pour pouvoir aborder en plus l'aspect psy. Alors, qu'est-ce qu'une douleur
chronique. Une douleur chronique, la douleur, on l'a vu, c'est un signal d'alarme de l'organisme pour nous signifier une remise en cause de son intégrité physique. Et qu'est-ce que chronique? Chronique vient du dieu grec Chronos, qui est le dieu du temps. Ça veut dire qu'une douleur chronique, c'est une douleur qui a au moins, au minimum, 3 mois d'existence, d'ancienneté. La douleur chronique est une douleur qui a au moins 3 mois d'ancienneté. Ça va me permettre de vous faire un exemple, de commencer à décliner mon exemple. Et je ne vais pas aller plus loin et vous verrez pourquoi. Je vais commencer à 3 mois. Nous allons dire que j'ai une douleur à l'épaule. Il y a 3 mois, j'avais mal à l'épaule. Il y a 2 mois, j'avais mal à l'épaule. Il y a 1 mois, j'avais mal à l'épaule. Il y a 4 semaines, j'avais mal à l'épaule. Il y a 3 semaines, j'avais mal à l'épaule. Il y a 15 jours, j'avais mal à l'épaule. Il y a 1 semaine, j'avais mal à l'épaule. Il y a 5 jours, j'avais mal à l'épaule. Il y a 4 jours, j'avais mal à l'épaule. Il y a 3 jours, j'avais mal à l'épaule. Hier, j'avais mal à l'épaule. Aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule et demain. On n'aura plus mal à l'épaule. On ne veut plus avoir mal à l'épaule. Et que pensez-vous demain? Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on aura forcément mal. Parce que ça fait 3 mois, 2 mois, 1 mois, je ne vais pas vous refaire la même chose, mais c'est tellement inscrit à l'intérieur de moi que naturellement, quand je vous dis, hier j'avais, si je fais court, hier j'avais mal, aujourd'hui j'ai mal, demain j'aurai mal. Voilà. Et ce faisant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de programmer. Je suis en train de programmer ma douleur. Je suis en train de dire que demain j'aurai mal. Et ce que l'on sait, on l'a vu les premiers jours de la formation, notre cerveau est notre esclave. Ce qu'il y a, c'est qu'on lui donne de mauvaises informations. On le programme très souvent mal, ou pas comme il faudrait. Et là, c'est typiquement ce que je suis en train de faire. Lorsque je dis demain j'aurai mal, je suis en train de prévoir et quelque part même d'organiser ma vie en fonction de cette douleur. Parce qu'imaginez maintenant, mon frère m'appelle pour me dire, tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que ça te dirait de faire un tennis samedi? Ben non. Je vais lui dire quoi, effectivement? Je vais lui dire, je peux pas, j'ai mal à l'épaule. Voilà. Donc non seulement je prévois d'avoir mal demain, mercredi, mais en plus je prévois d'avoir mal samedi. Et je prévois et j'organise ma vie en fonction de quoi? De cette douleur. Donc le premier problème que l'on va aborder, c'est ce problème de contrôle. Je contrôle ma vie en fonction de la douleur. Et en plus de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à mon frère? Non seulement je vais lui dire, non, tu sais bien que samedi, ça va pas être possible, j'ai mal à l'épaule, mais est-ce que je vais lui dire gentiment comme ça? Ça fait 3 mois que ça dure. Oui, exactement, je suis un peu agacée. Donc il devrait le savoir que j'ai mal à l'épaule. Un peu comme tout le monde devrait le savoir que j'ai mal à l'épaule et que je ne peux plus faire de tennis. Alors que j'adore faire du tennis. Alors que le tennis, c'est mon hobby. C'est mon occupation favorite. Et je ne peux plus à cause de quoi? De cette saloperie de douleur. Et c'est là que le terme devient intéressant. Ce n'est plus mon épaule qui m'ennuie, c'est cette saloperie d'épaule qui me fait souffrir et à cause d'elle, je ne peux pas jouer au tennis. Donc il y a un genre de revendication vis-à-vis de cette douleur. Et il y a, deuxième problème, là, un clivage. Un clivage, un genre d'irrespect vis-à-vis de cette partie de moi qui me fait souffrir. Voilà. Donc les deux problèmes essentiels à la douleur chronique, c'est une volonté de contrôle. Je me mets à contrôler ma vie en fonction de la douleur. Et très souvent, les douloureux chroniques vivent un genre de clivage entre leur partie saine, entre la partie saine du corps, c'est-à-dire le reste, et puis la partie qui est en souffrance. Il y a un irrespect et la partie en souffrance est pleine de revendications vis-à-vis de l'autre partie du corps qui, elle, est saine. Alors, bien évidemment, lorsqu'il y a problème, il va y avoir stratégie, solution. Quelles pourraient être les solutions? Bien, nous allons commencer par un petit exemple. Lorsque j'ai une douleur, là, j'ai une douleur, mais on va pouvoir aussi parler de la même manière de n'importe quel problème, même du stress. Vous voyez, le stress chronique. Très en lien avec la douleur chronique. Et même d'ailleurs, lorsque l'on souffre de douleur chronique, eh bien nous sommes
stressé, c'est très anglais. Donc qu'il y ait une douleur chronique, qu'il y ait un stress, et même pourquoi pas un problème relationnel quelconque. À chaque fois que l'on parle de ces choses-là, de douleur, de stress, il y a focalisation. Je focalise. Ma douleur va devenir un contexte hypnoïde qui me met et qui induit finalement l'état de conscience modifié. Ma douleur, naturellement, le fait que je focalise sur ma douleur va induire l'état modifié de conscience dans lequel je me trouve. Je suis dans un état de conscience modifié à partir de la douleur. C'est la douleur qui m'a mis dans cet état hypnoïde. Pour le symboliser, prenons ce stabilo rouge. Ce stabilo rouge, là, représente, symbolise ma douleur chronique. Que font les gens lorsqu'ils ont un problème? Ils focalisent. Et ce stabilo-là devient le prisme, en fait, au travers lequel passe toute ma vie. J'ai mal à l'épaule, et j'ai mal à l'épaule devient le prisme au travers lequel passe toute ma vie. Mon frère qui m'appelle, tiens, Noémie, tu viens, on va faire un tennis samedi. Non, tu sais bien que j'ai mal à l'épaule. Hop. Le prisme au travers lequel passe toute ma vie. Et vous connaissez peut-être des gens avec un problème relationnel quelconque. Par exemple, je ne m'entends pas avec mon patron, je focalise là-dessus. C'est-à-dire, je me lève le matin, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai ce problème relationnel avec mon patron. Je rentre le soir, je retrouve mon mari et mes enfants, mais je suis de mauvaise humeur parce que j'ai ce problème relationnel avec mon patron. Ce problème relationnel avec mon patron devient le prisme au travers duquel passe toute ma vie. Connaissez-vous des gens dans ce cas de figure ayant déménagé? Oh, Paris. Paris, il y a plein de problèmes à Paris. Paris, ça ne va pas. Alors, ils déménagent, et vous les appelez quelques temps plus tard. Alors, sous les cocotiers, comment ça se passe? Oh, j'en ai marre, mon patron, là, tu sais, celui que j'avais à Paris, il est toujours dans ma tête. Mais oui, parce qu'il y a quoi? Il y a focalisation, il y a crispation. En introduction, je vous disais que nous allons travailler sur l'interprétation de la douleur. Je disais aussi comment mes pensées viennent nourrir cette focalisation, comment mes pensées viennent nourrir cette crispation. Eh bien, en réalité, je focalise sur mon problème et je suis dans une crispation, je suis tendue. Mon problème est trop proche de moi, il est tellement proche que plus j'y pense, plus il se rapproche. Et comment voulez-vous, une fois que je suis là, voir autre chose que ça? Là, je ne vous vois pas, je ne vois personne. Quelle pourrait être la solution, là? C'est de faire quoi? D'éloigner. C'est d'éloigner, c'est pas de déménager. Parce que si j'ai mon problème là, et que je pense à mon patron, je pense à lui, à tout ce qu'il me fait subir, je pense à ma douleur, à ce qu'elle me fait subir, plus j'y pense, plus je ramène ça. Plus j'y pense, plus je focalise, et plus je ramène ce stylo-là, comme ça. La solution n'est pas de déménager, parce que je déménage, et là, je ne vois pas les cocotiers non plus. La solution, c'est la prise de distance, effectivement. La solution, ça va être de mettre mon problème relationnel à distance. Et une des phrases importantes en ce qui concerne le contrôle de la douleur chronique, c'est que, en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. En l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. Nous allons faire une petite expérience pour prouver ça. Gardez tout ce que vous avez sur vos jambes et autres, mais libérez votre index de la main droite ou de la main gauche, peu importe, et mettez-le sur votre cuisse, pareil, droite, gauche ou sur n'importe quoi, sur le tissu. Et conservez votre doigt comme ça tant que je ne vous propose pas de le bouger. Donc il est là et je vous dis, en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. Est-ce que quelqu'un peut me dire: je ressens sous le doigt de la chaleur ou de la fraîcheur. J'arrive vraiment à percevoir la texture de mon pantalon ou de mon collant. Non, c'est difficile. Mais c'est comme s'il n'y avait rien sous cette pression. C'est compliqué. On n'arrive pas trop à sentir. Et si on laisse comme ça encore une minute supplémentaire, ça fait que quelques secondes. Mais si je laisse comme ça une minute, ça va être difficile de décrire. Pourquoi? Parce que en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. Conservez comme ça. En l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que je puisse résoudre mon problème? Le mettre à distance.
Et bien maintenant, bougez l'index. En bougeant l'index, vous pouvez sentir beaucoup plus facilement la texture. C'est lisse, c'est rugueux, c'est chaud, etc. Et oui, encore une fois, en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. Donc quand je focalise sur mon problème relationnel, quand je focalise sur cette douleur, eh bien, je suis dans une crispation qui annule tout mouvement. Cette focalisation-là m'oblige à être envahi par cette douleur ou par ce problème relationnel, n'importe quelle autre nature, ce stress chronique. La solution, c'est de faire un pas en arrière, de prendre de la distance. Et vous l'avez vécu avec l'index sur la texture d'un tissu, en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. Une autre façon de le prouver, pourrait être de vous proposer une énigme. Certains d'entre vous auront la solution. Pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, vous allez pouvoir cogiter un peu à ça. Je vais vous proposer, à l'aide de 4 droites, relier ces 9 points sans lever le stylo. À l'aide de 4 droites, relier ces 9 points sans lever le stylo du papier. Alors on pourrait se dire, je fais quoi? Je fais 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a les deux là. Bah, je vais commencer par cela. 1, 2, 3, 4. Non, il y a les deux là. Je pourrais faire quoi? 1, 2, 3, 4. Non, il y a celui-là. Et si on reprend un petit peu ce qu'on disait précédemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un pas en arrière. Il faut bouger l'index. Il faut rentrer dans le mouvement. Et pour paraphraser François Roustan, retrouver le flot, se remettre dans le mouvement de la vie. Faire un geste, en fait. Et là, donc, pour reprendre ça, quelle va être la solution? La solution va être quoi? De sortir. Et de chercher un 10e point, qui va me permettre d'aller chercher un 11e point, et qui va me permettre de résoudre l'énigme. Et donc, en l'absence de mouvement, les sens sont inopérants. La solution était d'aller trouver un 10e point et un 11e point. C'est sortir du cadre. Sortir de ma crispation, sortir de ma focalisation, faire un pas en arrière. Et étonnamment, lorsque je fais un pas en arrière, je permets à quelqu'un d'autre d'être en relation avec ce dit problème. Et là, je me suis face à Martine. Qu'est-ce que peut faire Martine là? Elle peut faire quoi? Elle est en relation avec ça. Est-ce qu'elle est à distance de mon problème? Oui. Est-ce qu'elle peut m'aider à résoudre ça? Il lui suffirait de tendre la main pour m'aider. Va-t-elle le faire? Elle le fait. Merci Martine. Mais quand je suis là, qui peut m'aider? Qui? Non, là je jalouse. C'est mon problème. Et vous ne m'aiderez pas. Parce que c'est à moi. Je fais un pas en arrière et je permets à un 10e point, à un 11e point d'émerger. Et c'est ce que l'on va appeler, c'est le plus compliqué, j'en fais référence à mes personnes ressources, vous pourrez leur poser la question, nous continuons à voir le lâcher-prise en praticien et en maître praticien, parce que c'est la chose la plus compliquée. Je parlais de François Roustan, c'est tout l'objectif de François Roustan, de nous proposer de rentrer dans un état de disposition, de se rendre disponible au flux de la vie, caractérisé donc par le lâcher prise. La solution se trouve là, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Le lâcher prise. Se rendre disponible. Troquer, et là je sais que certains d'entre vous vont avoir envie de noter cette phrase, soyez tranquille, je vais la noter. Troquer la certitude du déséquilibre contre l'incertitude de l'équilibre. Là est la solution. Qu'est-ce que ça veut dire sur un décortique? Troquer la certitude du déséquilibre contre l'incertitude de l'équilibre. Lorsque je vais mal et que je vous dis, ça fait 3 mois que j'ai mal, hier j'avais mal, aujourd'hui j'ai mal, demain j'aurai mal.
Je suis dans la certitude du déséquilibre. Être sûr d'avoir mal demain, c'est la certitude du déséquilibre. Eh bien, l'hypnose, tout l'objectif de l'hypnose va être de nous permettre de troquer la certitude du déséquilibre contre l'incertitude de l'équilibre. L'incertitude de l'équilibre pourrait être remplacée par l'incertitude de la vie. Est-ce que la vie est une chose que l'on peut prévoir, programmer? Vous êtes-vous une fois demandé qu'est-ce qui est vraiment sous mon contrôle? Qu'est-ce que je contrôle vraiment? Qu'est-ce que l'on contrôle vraiment? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est rien. Si ce n'est effectivement rien. Mais les douloureux chroniques ont en commun de vouloir contrôler. Les douloureux chroniques ont en commun de vouloir contrôler. Et c'est ce contrôle que l'on va appeler crispation. Et c'est ce contrôle que l'on va appeler focalisation. Et il est très important de permettre aux patients de troquer la certitude du chronique contre l'incertitude de la vie. Et leur demander en ces termes, voulez-vous bien vous installer dans l'incertitude? Êtes-vous prêt à vous installer à votre place dans la vie? Et ça, c'est une des choses, on reviendra après, hein, on aura l'occasion d'en discuter, de poser des questions, tout ça. Et ça va être tout l'objectif, en fait, de l'hypnose, de proposer au patient de lâcher prise. Ça va être compliqué pour lui, parce qu'il est dans sa sécurité, lorsqu'il focalise sur son problème, ça le sécurise, en fait. Oui. Il se sent sécure en étant sûr d'avoir mal. Et très souvent, les douloureux chroniques préfèrent être sûrs de ce qui va se passer demain plutôt que de rentrer dans l'aléatoire. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien pouvoir à nouveau être bien comme avant? Mais il y a cette notion de sécurité. Donc je vous marque cette phrase, on va y revenir bien évidemment. Troquer la certitude du déséquilibre contre l'incertitude de l'équilibre. Nous reviendrons sur cette notion un peu plus tard. Maintenant, quelle va être la solution face au clivage? On parlera de cette phrase après. Quelle est la solution face au clivage? Lorsque je dis à mon frère, mais non, je ne vais pas faire de tennis samedi, c'est bien, j'ai cette saloperie de douleur d'épaule. Là, et oui, là, il y a le clivage parce qu'il y a un irrespect avec cette partie de moi qui me fait souffrir. Et donc, la solution à apporter va être de faire la paix, se réconcilier avec cette partie de moi qui nous fait souffrir. Donc, faire la paix.